Et Louis Sibert, donc directeur du centre de simulation de Rouen, que nous avions visité il y a quelques années avec Dominique Franco, va nous parler des pièges à éviter dans la formation des jeunes chirurgiens par la simulation, qui est une façon de faire qui a également des avantages et des inconvénients. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, tout le monde m'entend, apparemment, donc tout va bien. On avait arrêté un petit. Alors, je vais reprendre les principaux thèmes soulevés par Dan, mais l'idée, c'était de lister un peu les écueils et les pièges à éviter quand on veut monter sur le terrain une formation utilisant la simulation pour la formation initiale. Et très rapidement, ces réflexions sont issues vraiment d'une expérience de terrain. Et donc, nous, à Rouen, on a monté une école de chirurgie depuis 5 ans dans notre centre de simulation. C'est un enseignement optionnel pour les internes en phase socle, c'est-à-dire de première année en chirurgie inscrit à l'UFR de Rouen, qui est basé sur la simulation et axé sur les objectifs communs, c'est-à-dire les situations cliniques ou les gestes de base qu'ils sont amenés à prendre en charge dès leur première garde aux urgences polyvalentes ou en salle de chirurgie et en salle d'hospitalisation de service de chirurgie. Alors, ce qui est intéressant, et on pourra en reparler, c'est que ce type d'enseignement, qui est optionnel, a reçu une valorisation institutionnelle sous forme d'un contrat pédagogique validé en conseil de gestion et c'est pas neutre dans le développement de ce genre de formation. Alors très rapidement, le fait qu'il y ait une valorisation institutionnelle, ça nous a incité à fournir la preuve d'un semblant d'efficacité, donc de bâtir une évaluation qui est formative bien sûr, à la fin de chaque année, des habiletés techniques des internes. Et donc on a emprunté un outil dont l'acronyme ça s'appelle OSATS, c'est le pendant technique des échos, c'est l'évaluation objective structurée des habiletés techniques. Voici un petit peu comment ça se passe en pratique. Chaque interne a une série d'habiletés cliniques à faire. C'est une évaluation qui est basée sur l'observation directe de leur performance lorsqu'ils font un geste précis. Ces gestes sont décrits dans des stations qui font quelques minutes chacune et qui forment un circuit à travers lesquels chaque interne fait une rotation. Et leur performance est évaluée par un observateur qui dispose d'une grille préétablie spécifique aux gestes techniques qui est proposé dans la station. Alors avec ce processus, on a pu évaluer 4 cohortes internes depuis 2017, donc plus de 100 internes en phase socle, de 2017 à 2021, 2020 ayant été un peu difficile comme tous les centres de formation. Néanmoins, ce processus nous a permis d'obtenir une traduction de la performance technique des internes sous forme de données chiffrées, qui sont ce qu'elles sont, mais qui nous permettent de donner des notes de façon standardisée. Alors, il ne s'agit pas de détailler, bien sûr, ce n'est pas l'objet de cette communication, mais vous voyez quand même, quand on fait des statistiques basiques sur la corrélation entre leur performance technique et leur rang de classement, leur performance, ce fameux ECL, il n'y a aucune corrélation, ce qui est quand même assez rassurant. Et en termes de standardisation, les coefficients de stabilité des scores sont tout à fait acceptables pour ce type d'expérience purement formative. Et puis, il est toujours intéressant d'avoir l'opinion des participants. Et à la question qui tue, c'est-à-dire, pensez-vous devoir absolument maîtriser ce geste qu'on vous a enseigné, qu'on vous a proposé pour votre évaluation, maîtriser ce geste pour votre pratique future? On est un peu étonné de voir que une minorité d'entre eux sont d'accord avec cette question pour des gestes, somme toute, qui semblent basiques pour des internes de première année, c'est un sondage urinaire ou un drain thoracique, alors qu'ils sont amenés à prendre des gardes et puis à gérer une salle d'hospitalisation pendant encore quelques temps. Alors, vous voyez que cette expérience de terrain illustre tout à fait les pièges qu'on peut rencontrer quand on veut monter ce type de formation. Et les pièges, ils sont à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau pédagogique, logistique, stratégique, financier, organisationnel. Ça commence dès qu'on veut bâtir le programme. Par exemple, le danger est grand de bâtir des objectifs pédagogiques d'une formation par simulation axés sur les besoins ressentis par les internes, alors que théoriquement, il faut se baser plutôt sur les besoins démontrés et normatifs. Et on a tous l'exemple d'internes en chirurgie qui se jettent de façon très enthousiaste sur les simulateurs de robots qui coûtent plus près de 150 000 € que de 90 000 €, alors que des mannequins beaucoup moins chers en plastique pour pouvoir apprendre à mettre un drain thoracique, faire des sutures ou une sonde vésicale correspond plutôt à ce qu'ils font en pratique. Et donc aussi le danger est grand de bâtir un programme plus en fonction du matériel dont on dispose
qu'axé sur des vrais besoins de formation. Et puis dans le déroulement de la session proprement dite, le piège, c'est de laisser les internes sur le simulateur sans objectif bien précis, alors que sous prétexte que l'objectif général est connu et que le simulateur permet de toute façon d'enregistrer les performances. Non, il faut être vigilant. Avant de se lancer sur le simulateur, quel que soit le niveau technique de ce simulateur, il faut bien préciser les objectifs spécifiques, les objectifs généraux, la tâche attendue, le niveau de performance attendu, donner du feedback immédiatement, proposer des actions d'amélioration. Donc, même à un niveau basique d'interne en chirurgie de première année, il faut conserver cette structure pré-briefing, briefing, débriefing. C'est essentiel si on veut que notre action de formation ait un impact pédagogique immédiat et éventuellement durable. Et donc, la rédaction de recommandations pour le déroulement d'une session de simulation chirurgicale, qu'elle soit technique ou procédurale, est certainement un axe de travail pour le groupe de travail plutôt axé sur la chirurgie de la Sofra-Sims. Et puis, plus précisément, un autre écueil, c'est un laxisme progressif dans l'encadrement de l'interne sur le simulateur. On lui a donné les tâches et puis progressivement, aux répétitions des séances, il se retrouve tout seul sur le simulateur. Alors évidemment, le simulateur, il permet de répéter le geste, donc d'apprendre par répétition du geste. Il permet l'entraînement par fractionnement de la procédure. Mais c'est bien le tuteur qui fixe le niveau d'exigence, qui fixe le niveau, le succès pour passer à l'exercice suivant, qui guide l'interne dans son parcours d'exercice et qui lui donne du feedback et qui lui permet d'avoir un parcours de formation personnalisé. Donc vous voyez, compagnonnage au bloc et tutorat sur simulateur, même combat, ça reste indispensable. Mais effectivement, ça demande du temps, ça demande des enseignants très disponibles, nombreux, et ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a une formation pédagogique spécifique. La formation en simulation chirurgicale, c'est pas donner un cours où, même s'il est extrêmement brillant avec un auditoire très attentif, c'est pas du tout le même paradigme. Il faut une formation spécifique et bâtir des sessions de formation de formateurs en simulation chirurgicale est certainement un axe de réflexion entre la Sofra-Sims et l'académie. Oui, ça marche plus. C'est bloqué. Gabriel? Ah, pardon. Voilà. Je pensais que Gabriel était par là. Et puis, il y a un autre écueil, c'est dans le déroulement global d'une session de simulation, chirurgicale ou pas. Ça se passe dans un centre et il y a des règles de fonctionnement dans un centre de simulation, dans une structure de simulation en termes de respect des locaux, du matériel coûteux, des horaires, du timing, du respect de la confidentialité, du droit à l'image. Alors, au fur et à mesure des sessions, on a tendance à masquer, à aller un peu vite sur ces règles. Même si ça paraît un peu formel, un peu plan-plan, c'est extrêmement structurant. Il faut absolument les conserver. Et puis finalement, même si on sait que là, maintenant que la simulation est l'étape préclinique juste avant le bloc indispensable, la compétence professionnelle en chirurgie n'est absolument pas limitée au simple champ des habiletés techniques. On est tous d'accord. Et c'est le fameux schéma bien connu du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Dans une formation par simulation qui s'adresse à des chirurgiens, il faut introduire des formations aux habiletés non techniques, et c'est un domaine très vaste, trop souvent négligé quand on veut monter ce genre de formation, alors qu'il y a des recommandations internationales sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis un autre piège, un autre écueil, un point fondamental, Dan l'a évoqué, c'est qu'il faut tout faire pour, à nos niveaux respectifs, intégrer nos sessions de simulation dans les programmes de formation officiels, dans les cursus nationaux validés. Il faut bien vérifier que ce qu'on propose aux internes soit adapté à leur niveau au sein de leur cursus, que les gestes, les exercices, les programmes soient adaptés aux référentiels des compétences métiers quand il y en a, aux objectifs des référentiels des collèges, sinon ça ne marchera pas. Et je vous parle d'expérience. Et puis un bon moyen d'assurer la légitimité de ce genre de programme, c'est d'en assurer la traçabilité, ça a été évoqué tout à l'heure. Et là, effectivement, on peut s'appuyer sur les décrets de 2017 où c'est clairement écrit bleu sur blanc ou noir sur blanc que les disciplines médicales et chirurgicales doivent utiliser des
méthodes innovantes basées sur la mise en contexte et la simulation au cours de leur programme, mais aussi au cours de la validation des acquis et de leur programme. Et donc, très clairement, donner des scores de performance ou des notes, même si ça a des limites, c'est certainement un vecteur de traçabilité un peu plus solide vis-à-vis des décideurs qu'un simple questionnaire d'évaluation de fin de session, dans l'attente d'un processus de validation formelle de fin de phase, comme ça l'est écrit dans le décret. Et puis, un point majeur, c'est qu'il faut tout faire aussi pour avoir le soutien de son institution. Parce que maintenant, très clairement, les UFR ont besoin des centres de simulation avec la R2C, avec cet examen officiel basé sur des situations cliniques avec des patients simulés, avec la nécessité d'avoir des enseignants qui sachent former les formateurs de patients simulés. Et d'un autre côté, les centres de simulation ont besoin des UFR pour asseoir leur légitimité, pour s'intégrer au sein de l'ensemble des programmes de formation. Donc, vous voyez, ce rapprochement UFR, centre de simulation, est certainement une piste de travail. Et en tout cas, ça ne peut être qu'un attelage gagnant-gagnant, à la fois pour les UFR, pour leur attractivité vis-à-vis des futurs apprenants, et puis pour les structures de simulation, pour leur harmonisation au sein des programmes de la faculté, puis aussi vis-à-vis des activités de soins du CHU ou du centre hospitalier auquel ils sont adossés. Et puis un autre facteur limitant, c'est que les moyens humains et matériels ne sont pas extensibles en simulation, au propre comme au figuré. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut parler, alors un mot qui fâche un peu, qui est politiquement incorrect, c'est mutualisation, on va dire harmonisation des moyens humains et matériels. Et je reprends notre exemple local en Normandie, où on fait depuis un an des sessions communes Rouen-Caen sur des thématiques bien spécifiques, adaptées au plateau technique de l'un et de l'autre. Et pourtant, une vraie école normande de chirurgie. Donc, on ne fera pas l'économie d'une réflexion au niveau régional, au niveau national, au sein d'une spécialité, pour avoir une harmonisation des prestations de simulation adaptées au programme. Et on peut très bien imaginer une réflexion qui liste, dans un premier temps, les habiletés techniques et cliniques à enseigner dans toutes les structures, par exemple pour les phases socles, et puis des habiletés techniques et cliniques pour des internes plus avancés dans le cursus, mais là, postés sur des plateaux techniques, sur des centres où il y a des plateaux techniques un peu plus spécifiques. C'est une réflexion, à un moment ou à un autre, qu'il faudra concrétiser. Alors, certaines disciplines ont bien vu les enjeux, et à titre d'exemple, je vous montre une diapo qui est ici du bootcamp de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire qui s'est déroulé chez nous à Rouen il y a 2 mois, mais ça aurait pu être ailleurs, où tous les internes de la spécialité, à partir de la 3e année, ont été évalués et tutorés sur une douzaine d'ateliers d'habiletés cliniques, techniques et non techniques, décidés de façon consensuelle par leur collège, représentatifs de la spécialité. Alors, c'est un idéal, bien sûr, qui n'est pas forcément transposable à toutes les disciplines, mais il y a une réflexion là qui est déjà très, très aboutie. Et puis, je ne voudrais pas déflorer la présentation d'Hervé Thomazeau, mais 3 réflexions concernant le financement d'un acteur de terrain. Attention, lorsqu'on veut acheter des simulateurs, plutôt que de céder au mirage du high-tech et de l'industrie, il faut vraiment qu'il y ait une évaluation des besoins avant, sérieuse, parce qu'effectivement, il faut un plan d'équipement et un service après-vente, c'est très coûteux. Quid de la prise en charge des apprenants et des enseignants lorsqu'ils se déplaceront vers un centre ailleurs, autre que leur UFR ou leur université, puis quid des répercussions sur les inscriptions universitaires pour le financement de la simulation. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est un point essentiel pour la reconnaissance à long terme des structures de simulation, c'est-à-dire au même titre que nos pratiques cliniques sont guidées par les données de la recherche clinique, les activités de simulation doivent se rapprocher de structures labellisées pour avoir une légitimité à long terme. Je reprends notre exemple à notre échelle modeste. Nous sommes en lien avec la DRCI du CHU de Rouen qui nous aide pour la veille scientifique et pour la réponse aux appels d'offres qui nous permettent de nous équiper et d'entretenir nos équipements. Notre plateau technique nous permet d'accueillir des projets de recherche d'unités labellisées dans le domaine du développement médical et nous associer à leurs projets. Nous sommes référencés au Sésame, je m'excuse pour la coquille, c'est la Société européenne des centres de simulation, et nous sommes en cours de référencement auprès d'un poids lourd de l'industrie dans le terme de l'équipement et de la formation chirurgicale.
mais d'une façon générale, le rapprochement des structures de simulation vis-à-vis des unités de recherche labellisées, dans beaucoup de domaines, c'est un paradigme auquel il faut penser dès le début. Ça a soit une légitimité, et puis au niveau national, il y a la certification HAS des centres de simulation, pour laquelle la Sofrasim, c'est l'organisme mandaté pour la mettre en œuvre. Donc vous voyez beaucoup de questions, les mêmes globalement qu'a posé Dan, pas encore de réponse, mais beaucoup de pistes de réflexion. Et je suis certain que l'Académie et la Sofrasims, en lien avec les utilisateurs, sont certainement parmi les structures les mieux placées pour pouvoir avancer sur le sujet pour le bien de nos jeunes internes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louis. Reste là. Merci beaucoup. C'est très précis. Ça complète parfaitement, d'une façon très concrète, l'exposé de Dan Benamou. Avant de donner la parole à Dan pour la discussion, je donne la parole à Jacques Hubert de Nancy, qui était en ligne tout à l'heure. Jacques, tu es toujours là? Je suis là. Jacques s'occupe, comme vous le savez tous, depuis plus d'une dizaine d'années du centre de l'école de chirurgie de Nancy, de son centre de simulation. Jacques, tu as la parole. Merci Philippe. Merci Dan et merci Louis pour ces beaux, c'est vraiment des très beaux topos, ce panorama de la simulation. Juste une première réponse à Monsieur Launois concernant Nice, puisqu'il s'inquiétait du départ de Monsieur Benchimol. La question, il faut la poser à Daniel Chevalier, qui est membre de notre compagnie. Daniel Chevalier comme urologue et Jean-Paul Fournier comme médecin anesthésiste ont pris les rênes de ce centre de simulation à Nice qui continue à fonctionner. Voilà. Donc, première information. Oui. Ensuite, question à Dan Benamou, mais on en parlera peut-être ensuite dans le financement. On a évoqué le coût de tous ces simulateurs de l'entretien, etc. À combien on ne va pas pouvoir saupoudrer donc les financements dans toutes les facultés. Bien sûr, chacun d'entre nous veut avoir un centre de simulation et on est autonome, mais à combien de centres français imaginez-vous qui sera nécessaire de développer? Quand je vois en aéronautique, là, chez Air France, ils ont un simulateur de Boeing 777. Ce simulateur, il fonctionne jour et nuit. Alors, je ne dis pas qu'il faut travailler la nuit aussi, mais rien n'est pire que de simulateurs qui ne sont pas utilisés, qui sont dans une salle et il n'y a pas de stagiaire. Alors, la réponse à ça, d'abord, on ne la connaît pas, parce qu'on saura ça dans 10-15 ans, mais globalement, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il faudra tout de même des centres de simulation dans chaque université, dans chaque faculté de médecine, oui, chaque université. Le degré de développement ou d'utilisation de matériel va dépendre des structures, mais par exemple, il y a un très beau réseau qui s'appelle le réseau Hugo, dans le Grand Ouest, où il y a plusieurs CHU. Chaque CHU a son organisation propre et d'ailleurs très bien développée. Mais je crois que d'ailleurs Louis l'a signalé tout à l'heure, dans certains cas, pour des matériels notamment qui sont excessivement coûteux, il peut y avoir mutualisation. C'est-à-dire, par exemple, n'acheter qu'un seul simulateur très coûteux qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros par exemple, et d'ailleurs souvent ces simulateurs sont souvent associés à des promotions d'interne qui sont petites. Qui sont des petites spécialités, mais qui ont des matériels qui sont très coûteux. Et donc, il faut bien qu'ils se forment aussi, mais on ne pourra pas, en tout cas à court ou moyen terme, mettre des simulateurs à, je sais pas, 500 000 euros dans chaque faculté de médecine. On a bien d'autres besoins d'abord. Donc, il y a des matériels qui sont diffusables de façon très facile, d'autres qui nécessitent un peu plus de réflexion, et puis il y en a qui sont à des chiffres très élevés, qui nécessitent une mutualisation probablement, on va dire, je sais pas, dans un premier temps, au niveau régional. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses dans un premier temps. De toute façon, Hervé, il y a des commentaires. Pour Louis, pardon, je voulais juste répondre à Jacques. À propos, c'est pour ça que nous avons intitulé la séance « Les simulations ». Il n'y a pas un seul type de simulation, un seul type de matériel. Il y a tous les stades entre la ponction veineuse et l'hépatectomie robo-assistée. Je voulais juste rebondir sur une remarque. Une remarque de Louis concernant le problème de laisser les étudiants, les stagiaires
tout seul avec un simulateur. C'est vraiment la tendance qu'on peut avoir. Mais on sait très bien qu'ensuite, on a un risque de training négatif. C'est-à-dire qu'il va s'enferrer dans des attitudes qui sont pas les bonnes, et ensuite on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. C'est toute la problématique du DVSS, c'est le simulateur que Intuitive vend et qu'on place sur sa console, et il demande aux jeunes chirurgiens d'aller tout seul au bloc opératoire quand la salle n'est pas utilisée pour se former. Rien n'est pire que de laisser les gens tout seuls. Il faut en permanence avoir un contrôle qui permet de bien calibrer l'apprentissage. Merci Jacques. Hubert Joannet. Oui, comment voyez-vous l'association entre la simulation qui devient donc maintenant indispensable et la formation clinique? C'est-à-dire que les internes, par exemple, nous disent, nous, on a des problèmes d'accès au robot et on est bien content de pouvoir profiter de s'entraîner sur le robot le samedi ou en garde. Et on a l'impression que pour la simulation, c'est également une problématique, c'est-à-dire comment vous voyez les choses de ce point de vue? Dan s'exprimera, mais c'est des emplois du temps planifiés à l'avance et avec du temps dédié. Les internes, ils ont droit à une journée de formation par semaine. Hein. Donc, normalement, ils doivent avoir accès au centre de simulation pour les chirurgiens, s'entend, mais aussi pour les anesthésistes-animateurs, parce que chaque département a un CESU, c'est-à-dire un centre d'entraînement de soins d'urgence. C'est notre thématique, c'est des centres de simulation aussi. Et donc, c'est sur du temps dédié de formation. Et donc, ça ne peut pas s'improviser à la petite semaine. Aller le samedi sur le robot, de mon point de vue, ce n'est pas normal. Il doit y avoir des temps dédiés à la formation, aux activités cliniques. Alors, c'est mieux que rien, bien sûr. Hein. Je ne suis pas le dernier à avoir fait ouvrir le centre de simulation de Rouen un samedi matin. Hein, mais théoriquement, c'est sur des activités planifiées, pédagogiques. Et compte tenu des enjeux financiers, parce qu'effectivement, un simulateur qui coûte cher, non utilisé, oui, c'est un problème. Il y a une autre forme de réponse, c'est qu'il faut mutualiser, enfin harmoniser les plateaux techniques. Par exemple, on connaît très bien Amiens et Caen-Rouen, on se connaît tous très bien, on travaille dans la même région. Rouen a une thématique particulière, Caen a une thématique particulière. Amiens, c'est effectivement, comme ça a été dit, la médecine d'urgence à domicile, les soins de premiers secours de façon multidisciplinaire. On a des spécificités qui font que les Amiénois viennent chez nous pour des thématiques. Nous, on emmène nos internes à chirurgie pour faire de la chirurgie sur des corps, des sujets anatomiques revascularisés. Ils ont le SimLife, pas nous, mais c'était un appel d'offres régional où on a fait un appel commun. C'est un exemple, hein, mais c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. On a fait un appel commun Caen-Rouen et on s'y positionnait sur le même appel d'offres avec du matériel de célioscopie pour nous et le SimLife pour les Canets. Et ils viennent faire de la célio chez nous et vice-versa. Voilà, alors c'est facile à faire parce qu'on est des villes moyennes, on est à 100 km les uns des autres et que globalement, on va y avoir une université cannaise, donc on prend un peu rouennaise, normande, pardon, on prend un peu les devants et c'est pas forcément facile dans les grandes villes où il y a 10 universités au hasard, hein, mais c'est comme ça que normalement, ça pourrait fonctionner.